Beaucoup d'élèves aujourd'hui disent non, j'apprends mon cours, mais ils n'ont pas la méthode. Un proverbe biblique qui dit celui qui réussit, c'est celui-là qui planifie. Et l'élève qui planifie bien son emploi du temps peut réussir facilement. Souvent, beaucoup d'enseignants disent que l'enseignement, c'est le métier le plus ingrat. Et c'est vrai, le métier le plus ingrat parce que on ne nous paye pas en fonction de ce que nous faisons. Il faut bien se préparer, savoir ce que dit devant les apprenants, avoir d'abord la passion aussi pour ce qu'on fait. Pas dit, mais personnel, tu as une bonne moyenne en histoire géographie. Pourquoi ne pas faire histoire? Je dis, ah bon, il a une filière en histoire. Oui, ça s'inscrit en histoire. Donc, je suis parti comme ça le jour-là, ne sachant vraiment pas quoi choisir. Je suis parti et je suis allé dire, bon, ils m'ont dit histoire, je vais faire l'histoire. Donc, je suis allé voir le censeur, il a dit, bon, censeur, j'ai fini, je veux faire un stage. Le censeur il a été très content de ce que je lui ai dit. Il m'a dit, bon, je te mets en contact avec un CP. Vous imaginez, un étudiant qui finit à l'université d'Abomey-Calavi, qui est en contact avec un CP. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour le 3e épisode du podcast de Monsieur Sam. Nous sommes avec Monsieur Diogo Nathanaël. Nathanaël, bonjour. Bonjour Madame Florence. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Et vous? Oui, je vais super bien. D'accord. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Diogo Nathanaël, je suis professeur d'histoire-géographie. D'accord, super. Alors, j'aimerais savoir, pourquoi aviez-vous choisi l'enseignement comme métier? Merci pour votre question. D'abord, avant de répondre à votre question, permettez-moi de remercier certaines personnes qui m'ont donné goût au métier de l'enseignement. Je commence d'abord par mon maître de mémoire, titulaire d'un CAPES, M. Atu Agosu Vido. Je remercie aussi les collègues aînés, comme je les appelle, qui m'ont aidé à pouvoir avoir goût à ce métier-là et à toujours continuer par faire ce métier. Alors, pour répondre à votre question, pourquoi avoir choisi l'enseignement? D'abord, il faut dire que l'enseignement, c'était une passion depuis l'enfance. J'ai grandi dans un milieu où enseigner était une chose passionnante. J'ai eu aussi, durant mon parcours scolaire, des professeurs qui m'ont donné cours d'enseignement. Donc, pourquoi je suis devenu enseignant? Je peux dire que c'était une passion et mon entourage, tout simplement. Vous avez parlé de l'influence de certaines personnes dans votre vie, ceux qui vous ont poussé ou donné de la motivation à entrer dans l'enseignement. C'était une passion depuis l'enfance. Il y a eu des bonnes influences, des bons professeurs, des gens qui m'ont influencé. À la base, j'ai grandi dans une famille qui aimait enseigner. Comment je suis arrivé à l'enseignement? Alors, je ne vais pas vous couper, mais vous avez dit que vous avez grandi dans un environnement où il y avait des gens qui enseignaient. Est-ce dans votre famille ou des proches? Je dirais d'abord mon cadre religieux. Le cadre religieux, c'est un cadre qui aime enseigner. Quand tu es dans mon cadre religieux, tu dois savoir enseigner, oui, tu dois aimer l'enseigner. Alors ensuite, il y a l'influence des proches, des bons professeurs avec qui j'ai gardé de bons contacts et tout ça. Maintenant, comment moi-même je suis rentré dans l'enseignement? Tout est parti après mon bac 2017, où je me suis inscrit à l'université d'Abomey-Calavi. Je partais faire l'anglais. Après mon bac, je partais faire l'anglais. Je ne savais pas qu'il avait une filière qu'on appelait l'histoire et tout. Donc j'avais un aîné que j'appréciais beaucoup, avec qui je passais la plupart du temps. Je me suis dit, mais Nathanaël, tu as une bonne moyenne en histoire-géographie. Pourquoi ne pas faire l'histoire? Je dis, ah bon, il a une filière en histoire. Il dit, oui, il va s'inscrire en histoire. Donc, je suis parti comme ça le jour-là, ne sachant vraiment pas quoi choisir. Je suis parti et je suis allé dire, bon, ils m'ont dit histoire, je vais faire l'histoire. Donc, je suis parti en histoire, en faculté d'histoire la première fois. C'était la faculté la moins peuplée en termes d'étudiants à l'époque, en 2018. Aujourd'hui, avec l'évolution, on a beaucoup d'étudiants qui s'inscrivent en histoire. Alors,
je suis parti comme ça m'inscrire en histoire. Je suis inscrit et je suis allé au cours le premier jour, on nous a lancé et voilà. Et j'ai eu la chance, j'ai appelé son nom tout à l'heure, de connaître Monsieur Arthur Agossou Vilo, MC, professeur titulaire du CAPES à l'université d'Abomey Calavi, qui est devenu pour moi presque tout à l'université. Et il m'a aidé, il m'a soutenu et il m'a motivé parce que c'est quelqu'un que d'abord je connaissais son frère aîné et j'ai appris à le côtoyer un tout petit peu et vraiment c'était quelqu'un de très humble envers les étudiants, pas seulement envers moi, hein, mais envers les étudiants qui étaient studieux et qui voulaient apprendre. Donc c'est comme ça que j'ai fait l'histoire première année en troisième année et j'ai fini les cours normaux en 2021 et en 2022 j'ai préparé ma licence. J'ai travaillé sur ma famille, les Agouda au Bénin, le cas de la famille Tiouko, identité apport, que j'ai soutenu fin 2022, début 2023. Voilà. Donc, c'était après ça, comme c'était une licence académique, et non professionnelle, je devais aller me faire former, soit à l'UNS, aller avoir le BAPES à l'UNS, soit aller faire un stage. Donc, après l'obtention de la licence, je disais, bon, quoi faire? Quoi faire? Parce que le métier aussi, c'est quelque chose. Donc, je disais, bon, tu peux m'enseigner, pourquoi ne pas aller faire l'histoire-géographie? Maintenant, je ne pouvais pas me présenter comme ça avec mon diplôme, parce que je n'avais même pas encore l'attestation, il faut une demande et tout. Donc, je suis allé voir le monsieur qui m'a motivé d'aller faire l'histoire, je lui ai dit ça, et il m'a conseillé d'aller voir un ami à lui, qui était mon professeur d'histoire-géographie en troisième, qui était devenu censeur dans une école. Donc c'est comme ça, je suis allé le voir, il a appelé, il a dit qu'il va envoyer tel jeune, que c'est son frère, il va faire un stage. Donc c'est comme ça que j'ai commencé un stage en 2023 dans une école privée de la place. Donc c'est là que j'ai connu de très bons professeurs. Et, avec qui je garde toujours de bons contacts, on est toujours dans les mêmes ateliers aujourd'hui. Et c'est eux qui m'ont aidé à vraiment me former dans le métier de l'enseignement en histoire. Et après ça, en 2023, quand j'ai fini le stage, et dans le même temps, en 2023, moi-même, j'ai pris l'initiative d'aller chercher un stage dans une école. Ok. Je peux faire tel le nom, mais si vous voulez bien, je peux le dire. Dans une école où je faisais des surveillances lors des examens, des examens de composition de voix. Donc, je suis allé voir le censeur, il a dit, bon, censeur, j'ai fini, je veux faire un stage. Le censeur il a été très content de ce que je lui ai dit. Il m'a dit, bon, ok, je te mets en contact avec un CP. Vous imaginez, un étudiant qui finit à l'université d'Abomey Calavi, qui est en contact avec un CP. Et les CP, dans l'enseignement, c'est des gens très respectés et ils sont craints par les professeurs parce que quand un CP te remarque et il savent que tu ne le fais pas bien, il peut te sauter à tout moment. Donc c'est comme ça, il m'a mis en contact avec le CP et j'ai montré, je ne me glorifie pas, j'ai montré de bonne qualité, le CP m'a apprécié et il m'a pris comme un assistant ou un stagiaire à l'époque. Et j'allais au cours, je faisais les deux à la fois. Le CP avait une terminale. Donc j'ai commencé mon stage. Je faisais les stages de l'autre côté avec les classes intermédiaires, la 6e, la 5e, la 4e, la 3e, la seconde, la première, où j'avais pas la possibilité de faire la terminale là-bas. Mais ici, avec le CP, j'avais la terminale. Donc j'avais toutes les classes. Donc ça m'a formé dans toutes les classes. Donc c'est comme ça que j'ai fait avec le CP durant l'année et les autres collègues, l'année 2021, l'année 2023. Je faisais les deux stages. Je quittais au cours à telle heure, j'allais ici à telle heure. Donc c'est comme ça que je suis rentré. Et l'année qui a suivi, moi-même j'ai commencé par prester dans les écoles. Et voilà où nous en sommes. D'accord. Mais monsieur Nathanaël, est-ce que vous pouvez nous dire combien un enseignant gagne? Souvent, beaucoup d'enseignants disent que l'enseignement, c'est le métier le plus ingrat. Et c'est vrai, le métier le plus ingrat parce qu'on ne nous paye pas en fonction de ce que nous faisons. Je vous ai dit que tout à l'heure, l'enseignement, c'est pas seulement enseigner. Venir devant les élèves, prendre la fiche. Non, il faut préparer la fiche. D'abord, actualiser la fiche. Parce qu'il y a des données qui peuvent changer à tout moment lors des animations et tout. Donc, vous avez la fiche, vous préparez, l'enseignant doit se préparer à la veille ou avant-veille, corriger les copies. Bon, le prix normal d'un enseignant, peut-être dans les privés, dans les bons privés, parce que tout est là. Hein. Et moi, j'en ai connu, j'ai fait l'expérience de connaître des privés qui
qui ont été vraiment des privés compliqués. Et je dis même, si on peut même avoir un organe qui peut réguler ce domaine-là. Les privés qui ne sont pas en mesure de prendre ou de recruter des enseignants qui ont le diplôme et qui peuvent enseigner, et qui enseignent, ces privés-là doivent être fermés tout simplement. Il y a des privés, j'en ai connu. En 2024, quand j'ai commencé, je me suis inscrit dans des privés parce qu'on cherchait, on a été déjà formé, maintenant on voulait mettre en pratique ce qu'on a eu comme formation. Et on comptait des privés où on a payé, on payait 800 francs l'heure. Vous imaginez, 800 francs l'heure. 800 francs 800 francs l'heure, 800 francs, 100 francs, 8 pièces de 100 francs. Donc, après ça, est-ce que si c'est régulier, c'est pas bon? On a commencé, moi j'ai commencé avec ce privé-là, et ils ont payé difficilement. Et à la fin, vous imaginez, après les congés de fête là, c'est fini. Le directeur a déserté, et il ne paye plus. Et il me dit que c'est difficile, et vraiment c'était compliqué. Parce que je devais quitter. C'était à Calabi ici, je devais quitter. Et chez moi, à Godomela, faire la navette là, j'ai fait des cours de 7 heures, j'avais 3 classes dans son école. Et vraiment, c'était difficile. Et vous imaginez, il me doit 3 à 4 mois. Donc, je me dis, tout ça, c'est des expériences qui nous ont aidés. Aujourd'hui, je ne peux plus faire ces erreurs-là. Maintenant, pour connaître le prix standard que paye un enseignant, c'est à partir de 1500 l'heure. 1500 l'heure. Vous faites 3 heures, vous avez 4500, c'est ça? Ok. Donc, vous faites le total en fonction, chaque matière en histoire-géographie, c'est 5 heures. 5 heures, vous faites le total, des fois ça va à 6 heures, vous faites le total du mois, la semaine, et à la fin du mois, vous avez votre salaire. Donc, l'enseignement, c'est pas vraiment l'aspect financier, c'est difficile. Mais bon, si on aime ce qu'on fait, je pense que ça va. Monsieur Nathanaël, j'aimerais savoir en quoi consiste vraiment le métier d'enseignant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre métier? Le métier d'enseignement ne se résume pas qu'à l'enseignement, qu'à enseigner les élèves, mais c'est un travail qui se fait en amont. Il faut bien se préparer, savoir ce que dit devant les apprenants et avoir d'abord la passion aussi pour ce qu'on fait. Donc, pour répondre à votre question, tout simplement, le métier d'enseignement consiste à une préparation personnelle de l'enseignant avant de se présenter devant les apprenants. D'accord. J'aimerais aussi vous demander si le métier d'enseignant est facile, puisque à vous entendre, il faut préparer les cours et venir les dispenser aux élèves. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Est-ce facile ou est-ce qu'il y a un gros boulot derrière tout ça? Aucun métier n'est facile, vous le savez déjà. Et donc l'enseignement, c'est, je dirais, le métier le plus difficile. Parce que tu vas enseigner, tu vas présenter un cours devant les apprenants. Donc ce que tu dis, c'est ça qui reste, c'est ça qu'ils vont utiliser pour toute une vie, pour toute leur carrière. Donc c'est un travail très colossal qui se fait derrière l'enseignant qui prépare ses fiches, puisqu'on est aussi inspecté par les conseillers pédagogiques qu'on appelle CP. Et donc si tu ne prépares pas d'abord le cours et tu ne sais pas ce qu'il faut dispenser, tu vas venir devant les élèves et raconter ta vie ou n'importe quoi. Donc c'est un travail difficile, tout simplement. D'accord. Est-ce que pour vous, apprendre ces cours suffirait pour réussir? Non. Non, je suis mitigé sur la question. Apprendre ces cours ne suffit pas simplement pour réussir. Il faut avoir la méthode pour réussir. Et beaucoup d'élèves aujourd'hui, les élèves, je les appelle la génération de maintenant, on dit qu'ils n'apprennent plus. Non, je ne dirais pas qu'ils n'apprennent plus, mais ils n'ont pas la méthode tout simplement. Et d'autres n'ont pas la volonté de le faire, mais ils n'ont pas la méthode. Donc, apprendre son cours tout simplement ne suffit pas pour réussir. Mais je dirais oui, il faut apprendre son cours, puisque quand tu n'apprends pas ton cours, on pose la question, tu n'as pas réponse à la question. Là, je pense que tu ne vas pas avoir la moyenne pour réussir. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Il faudrait apprendre ses cours avant tout. Mais vous parlez d'une méthode, vous pouvez nous en dire plus? Ok. Dans ma matière, on a la méthodologie en histoire et en géographie. On appelle, qui se résume à 2 points, et la dissertation et le commentaire en histoire-géographie. Et c'est vrai, on le voit, ces 2 exercices-là, à partir de la 3e, une partie en 3e, la dissertation en 3e, et l'explication de texte, et à partir de la seconde, littéraire,
vous avez le commentaire et la dissertation. Donc, la méthode consiste simplement à maîtriser vraiment ces deux exercices-là, la dissertation et le résumé. Je crois que en évoluant, on va revenir sur les exercices. D'accord. Et puisque vous parlez de revenir sur le point de la dissertation, Oui. Allons-y maintenant. On Ok. aimerait bien savoir. Ok. En dissertation, beaucoup d'élèves se résument à connaître introduction, code du devoir, conclusion. C'est les étapes de la dissertation en histoire, géographie. Maintenant, tout ne se résume pas là. Moi, ma méthode, je ne dirais pas que je l'ai inventée. C'est un aîné, M. Kenkwahui, qui a eu l'idée de cette méthode-là. Et on a essayé ça, je pense que ça a pris au niveau des élèves. Alors, quand on est en histoire, l'histoire-géographie, c'est deux matières. Il a l'histoire, il a la géographie. Alors, quand on est en histoire, la méthodologie de dissertation diffère à celle de la géographie en un point. Je disais qu'on a 3 étapes dans la dissertation. On a l'introduction, le code du devoir, la conclusion. Oui. En introduction, on a aussi 3 étapes. On a l'idée générale, on a la problématique et l'annonce du plan. Alors là, c'est le plus difficile au niveau des élèves. Puisque quand on prend l'idée générale en introduction, les élèves ne savent pas comment former une idée générale. Voilà. Donc, en histoire, quand on est en histoire, les élèves doivent savoir aujourd'hui que pour former une idée générale en histoire, il faut poser 3 questions. Le quoi, le où et le quand. Le quoi, le où et le quand. Mais vous allez me demander peut-être où trouver réponse à ces 3 questions-là. Oui, tout à fait. Tout simplement dans la situation d'apprentissage qu'on appelle ça. Si je prends le cas de la 5e par exemple, où je viens en 3e, je prends le cas de la 3e, l'impérialisme européen en Afrique du 19e au 20e siècle. Alors on pose simplement la question, il s'agit de quoi? J'écris la question, j'écris la SA sur un brouillon, je demande il s'agit de quoi? Il s'agit de l'impérialisme européen. Où? En Afrique. Quand? Et on donne la période du 19e au 20e siècle. Là, tu mets ça, tu as les points. Au niveau de la problématique, c'est là le plus difficile. Même en terminale, on a ce problème. En terminale littéraire, on a ce problème. Comment poser la question, comment formuler sa problématique? Alors, beaucoup d'élèves ne savent pas toujours que la problématique ne se forme jamais sous forme interrogative. Ils le font toujours sous forme interrogative, comme en SVT. Non, à partir d'aujourd'hui, ils doivent savoir que former une problématique se fait en histoire-géographie, se forme de façon affirmative. C'est sujet, verbe, complément. Alors, comment former sa problématique? Il suffit juste de poser une seule question. Le quoi? Il s'agit de quoi? Et pour trouver réponse à ça, il suffit de se servir des consignes données par proposées lors de l'évaluation. Alors, je prends un exemple, on dit présente les raisons de l'impérialisme européen, expose les causes économiques ou décrit peut-être. Alors, l'élève se demande présente quoi? Décrit quoi? Expose quoi? Et tout ce qui vient après, on appelle ça les mots-clés. Il souligne. La problématique, c'est le lien qu'il fait entre la première question et la deuxième question, et le lien qu'il fait entre la deuxième question et la troisième question. Je dis souvent à des élèves que s'ils ne sont pas intelligents comme moi, ils peuvent faire leur problématique deux phrases. En 2 phrases. Mais s'ils sont très intelligents, ils peuvent arriver à faire la problématique une seule phrase. Ça va. Donc, ils font le lien entre le premier mot-clé, le deuxième mot-clé et le troisième mot-clé, et ça forme une seule phrase. Mais si ils savent qu'ils ne peuvent pas arriver à faire 2 problématiques comme ça. Ils peuvent aller en 2. En 2, voilà, c'est ça. Maintenant, la problématique, ça c'est la problématique. Et ils le forment sous forme affirmative. Mais beaucoup d'élèves ont des difficultés à former, à pouvoir mettre les mots-clés ensemble parce qu'ils ne lisent pas tout simplement. Pour arriver à faire une bonne problématique, il faut aimer la matière littéraire que le français. Sans le français, ils ne pourront pas, parce qu'ils vont utiliser des connecteurs logiques malgré tout ça, et ils vont mettre ça ensemble pour faire le lien. Et s'ils ne savent pas, tout simplement, ils ne savent pas le faire, ils ne lisent pas d'habitude, ils ne sont pas habitués à mettre les mots-clés ensemble. Maintenant, au niveau de l'annonce du plan, c'est une seule formule. Beaucoup font l'erreur de mettre « il s'agit ». Il s'agit, c'est un SVT. Il s'agit ne se met jamais en histoire-géographie. Il s'agit, c'est pas permis en histoire-géographie. Il faut simplement mettre après avoir, ou le jour où vous oubliez après avoir, vous mettez d'abord
ensuite et enfin. Je les appelle souvent les trois sœurs. Et je l'ai dit tout à l'heure qu'en géographie aussi, ça diffère de la- l'histoire. L'histoire, oui. Tout simplement au niveau de l'idée générale. J'ai dit L'idée générale l'idée n'est pas générale la même. n'est pas la même. Ou ce n'est pas la même. J'ai dit tout à l'heure qu'en histoire, on pose trois questions. Quoi, où et quand. Mais en géographie, on pose juste deux questions. Le quoi et le où. Il n'y a pas le quand, puisque l'histoire, c'est la reconstruction des faits du passé. Oui. Ce qui n'est pas le cas de la géographie. Donc, il faut juste poser deux questions pour trouver l'idée générale à base de la situation d'apprentissage qu'on appelle ça, tout simplement. Je prends le cas la SA1 en terminale, dit le Bénin, pays à économie dominée. Il s'agit de quoi? Il s'agit de pays à économie dominée ou au Bénin. Nous avons parlé de l'introduction. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler du reste? Ok. Donc, il reste deux étapes, le code du devoir et la conclusion. Alors, le code du devoir, quand je viens là, souvent je dis aux élèves de garder les deux grandes oreilles entre les mains. Et pour faire le code du devoir, réussir le code du devoir en dissertation, il faut apprendre son cours, tout simplement. Il faut apprendre son cours. Et il n'y a pas de magie, il n'y a pas de... C'est apprendre son cours. Je lis la dissertation, c'est une rédaction, tout simplement. Alors, si vous répondez, l'élève répond à la première question qu'on lui présente au niveau de la consigne, il répond, avant de passer à la consigne 2, avant de répondre à la consigne 2, à base du cours, il y a ce qu'on appelle la transition. Beaucoup d'élèves aujourd'hui ne savent pas et beaucoup ne le font pas. Ceux qui le font mal. Alors, la transition ne se fait jamais à la ligne, mais ça se fait à la suite de la fin de la question 1. C'est-à-dire que si la question 1 prend 2 lignes, et je dis ou bien une ligne et demie, quand vous mettez le point, vous commencez la transition sur la même ligne. Vous n'allez pas à la ligne pour faire la transition. Alors, comment forme-t-on la transition? La transition se forme tout simplement à base des consignes. On fait le lien entre la première question et la deuxième question. C'est pour ça que je disais tout à l'heure à la problématique que l'élève qui essaie de faire deux problématiques n'a plus de problème au niveau de la transition, puisque c'est le lien. Donc, l'élève qui fait bien sa problématique peut aussi faire très bien sa transition. Alors, la transition 1, c'est le lien que tu fais entre la première question et la troisième question. Et ça serait bien si on était au tableau, on allait pouvoir expliquer mieux. Mais le lien, l'élève doit retenir que la transition, c'est le lien qu'on fait entre la première question et la deuxième question. Et la transition 2, après la réponse 2, c'est le lien qu'on fait entre la deuxième question et la troisième question. La troisième question n'a pas de transition puisque c'est la question qui finit les consignes en dissertation. Maintenant, ça, c'est le code du devoir. Apprendre son cours et maîtriser les transitions à la base des liens qu'on fait entre le premier et le deuxième et le troisième. Au niveau de la conclusion, là, c'est la chose la plus facile, mais les élèves passent à côté. Alors, comment forme-t-on cette introduction? L'introduction, c'est 2 étapes. Il y a le bilan et l'ouverture. Alors, le bilan, c'est rien d'autre que votre idée générale que vous avez formée au niveau de l'introduction. Vous copiez, vous collez et vous mettez la première transition, ensuite et la deuxième transition. Vous avez fini votre bilan. Puisque le bilan, on dit le bilan, c'est en quelque sorte un résumé. Et le résumé se trouve déjà dans ce que vous avez fait. Donc, idée générale, transition 1, transition 2. Et vous avez fini votre bilan. Ouverture maintenant, beaucoup l'appellent l'ouverture du sujet. Ouverture, quand on dit ouverture déjà, on sait que c'est la suite des événements. Peut-être si sur l'épreuve, on a parlé seulement des raisons économiques ou bien des causes économiques de l'impérialisme et tout. L'impérialisme n'a pas seulement les causes économiques, il y a les causes politiques, les causes stratégiques. Donc, je peux faire une phrase pour donner suite à l'événement là. Peut-être on dit la suite des événements. Quelqu'un qui veut continuer peut se baser sur ça et continuer le travail. Donc, ça, c'est le cas de la méthodologie en histoire et en géographie. La seule chose qui change en géographie, c'est au niveau de l'idée générale où on pose seulement 2 questions, le quoi et le où. Merci. Comment peut-on arriver à résumer un cours vu la densité des cours et tout ça? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, histoire-géographie, c'est vraiment dense. Surtout dans certaines classes. Je prends le cas de la première, de la terminale. Vous avez 600 en terminale. Et si vous êtes en terminale littéraire, la B par exemple, vous avez histoire, je vais apprendre économie. Alors, comment résumer un cours? Je dis ça souvent aux élèves. En histoire-géographie, on apprend partout.
Et si l'élève qui dit qu'il va apprendre tout, c'est que l'élève là, il est super haut. Ok. Pour résumer, le cours en histoire-géographie, c'est très simple. Je donne un exemple par exemple. On dit le Bénin est un pays de l'Afrique de l'Ouest situé, on donne les positions géographiques et tout. Je vais apprendre ça. Je comprends d'abord ce qui va m'aider à résumer, c'est d'abord le fait de bien suivre le professeur quand il parle. Parce que quand le professeur dit ce qui est sur la fiche, il va forcément expliquer. Alors, je suis le professeur et ce qu'il a dit, d'abord, je l'ai enregistré. Arrivé à la maison, le cours que j'ai reçu, je le lis et je le comprends. Maintenant, si je veux résumer à ma manière, je ne suis pas obligé d'apprendre paragraphe, paragraphe. Non. Je peux prendre la seule phrase là, la modifier selon moi, mais de la modifier de la bonne façon pour ne pas changer le sens. Le Bénin est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Je ne peux pas dire le Bénin est un pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est. Non. Je peux garder le sens Bénin, pays de l'Afrique de l'Ouest, mais peut-être au niveau à modifier un tout petit peu. Oui. Voilà. Et l'histoire-géographie, si on veut citer par exemple des raisons, il y a plusieurs raisons. Je peux dire, je vais apprendre seulement 2 ou 3. C'est déjà largement suffisant. En histoire-géographie, je vais vous donner un secret que seulement les professeurs d'histoire-géographie savent, c'est que certains professeurs, quand on prend une copie, l'élève qui fait 4, 5, 6 feuilles, non, j'ai jamais vu ça, mais l'élève qui fait 1, 2, 3, 4 feuilles, il écrit, il remplit toutes les feuilles. Ah, mais tu ne peux pas lire tout ça. Donc, il suffit juste de lire bien. Si c'est au niveau de la dissertation, quand tu lis sa conclusion, et son introduction plutôt, et tu lis sa conclusion, c'est bien fait, mais tu lui donnes les points. Parce que tu vas voir s'il a respecté les transitions. C'est bon. Et s'il voit que, il a les éléments de réponse dans la réponse 1, il te donne les points. Donc, résumer un cours, c'est très simple. Il suffit juste de bien suivre le professeur en premier. Deuxièmement, arriver à la maison, de relire le cours, de comprendre le cours et maintenant de peut-être modifier un tout petit peu sans changer le sens. Je reviens là-dessus. Sans changer le sens parce que c'est très important. L'élève qui change le sens, c'est qu'il a... Il a leur sujet. Voilà, c'est ça, tout simplement. J'aimerais savoir quel conseil vous pourrez donner à des élèves qui vont à l'examen. Vous pouvez nous donner quelques conseils pour tous ces élèves-là. Les élèves qui vont à l'examen, je leur dirais tout simplement d'apprendre le cours, tout simplement d'abord, et de se donner. Et pour se donner, il faut une méthode, comme je l'ai dit. Beaucoup d'élèves aujourd'hui disent non, j'apprends mon cours, mais ils n'ont pas la méthode. Et pour avoir la méthode, il faut avoir un bon emploi du temps. Un proverbe biblique dit celui qui réussit, c'est celui qui planifie. Et l'élève qui planifie bien son emploi du temps peut réussir facilement. Alors, je dis souvent aux apprenants que j'enseigne que vous devez avoir un emploi du temps. Si vous n'avez pas un emploi du temps, c'est que vous allez dire que vous avez beau travailler, mais vous n'aurez pas le résultat, tout simplement, ou le résultat que vous voulez. Et l'élève qui veut réussir doit avoir un emploi du temps. Alors, si je décide d'apprendre un cours aujourd'hui, je dis, lundi, au vendredi, ou lundi au dimanche, j'ai des cours à apprendre. On n'apprend pas un cours, on n'apprend pas des cours en une seule journée. Je prends par exemple le lundi soir pour apprendre SVT, histoire géo. Non, c'est 2 matières différentes. On ne peut pas apprendre SVT et apprendre en même temps histoire géo. Lundi soir, je fais le programme de telle heure à telle heure, je veux apprendre SVT et c'est uniquement le cours de SVT qui est là, avec des exercices que je peux faire, ou si c'est la mathématique ou la PCT ou d'autres matières. Et ça, j'apprends uniquement sans venir autre cahier. Ainsi de suite, le mardi, je prends un seul cours, le mercredi, je prends un seul cours, et c'est ainsi de suite. L'élève doit savoir quel est son emploi du temps de l'école, quel est son emploi du temps pour se reposer, quel est son emploi du temps pour apprendre. Je pense que si les élèves connaissent la méthode et suivent leur méthode, parce que chaque élève a sa méthode, je pense qu'ils pourront réussir aux examens qui viennent. Nous arrivons ainsi à la fin de cet épisode. Monsieur Nathanaël, Oui. Merci d'être venu. C'est moi. Et merci pour toutes vos réponses. Je t'en prie. Nous nous retrouverons pour un autre épisode prochainement. Restez connectés. De belles surprises vous attendent. À bientôt.